Je m'appelle Maya Whittaker et j'avais 9 ans quand j'ai appris qu'un billet d'avion pouvait décider qui faisait partie de la famille et qui pouvait être laissé derrière. Je me souviens d'être debout à l'intérieur de l'aéroport international OR, mon sac à dos glissant d'une épaule, regardant mon père s'accroupir devant moi comme s'il s'apprêtait à expliquer quelque chose de normal. Au lieu de cela, il a glissé une enveloppe dans ma main et m'a dit qu'il y avait eu un petit changement de programme. Petit. C'est le mot qu'il a utilisé pendant que sa nouvelle femme et ses 2 enfants attendaient près de la sécurité dans des sweatshirts de vacances assortis, riant à côté d'une pile de bagages de créateurs. J'ai baissé les yeux et j'ai trouvé de l'argent liquide dans l'enveloppe, pas une carte d'embarquement. Ma valise était toujours à côté de moi. Mon téléphone était presque déchargé, et je n'avais pas de clé de la maison parce que j'étais censé partir avec eux. Il m'a dit que j'étais assez grande pour être responsable, assez grande pour ne pas faire de scène, assez grande pour comprendre que ce voyage était important pour sa nouvelle famille. Puis il s'est levé, a ajusté sa veste et s'est éloigné. J'ai continué d'attendre qu'il se retourne. Je n'arrêtais pas de penser que cela devait être un test ou une blague ou une de ces erreurs d'adulte que quelqu'un réparait dans une minute. Mais il a passé la sécurité sans se retourner, et la femme à ses côtés a souri comme si mon absence avait déjà rendu les vacances meilleures. Cette nuit-là, un appel téléphonique m'a amené quelqu'un en qui on m'avait dit de ne pas avoir confiance depuis des années. Et quand mon père est rentré de son voyage de luxe, ma chambre était vide, mon placard était vidé, et une assignation en justice attendait sur mon lit. Avant de vous raconter ce qui s'est passé ensuite, dites-moi d'où vous regardez et quel temps il fait là où vous êtes. Je veux savoir jusqu'où cette histoire peut voyager, car ce qui s'est passé ensuite a changé tout ce que je croyais sur la famille. Je suis resté figé près de l'entrée de la sécurité longtemps après qu'ils aient disparu. À 9 ans, je ne comprenais pas les ordonnances de garde, l'égoïsme des adultes, ou comment quelqu'un pouvait appeler l'abandon une leçon. Je comprenais seulement que mon père était parti avec sa nouvelle famille, et que j'étais toujours là, debout, avec une enveloppe d'argent que je ne savais pas comment utiliser. J'ai d'abord essayé de l'appeler, 1 fois, 2 fois, 5 fois. Chaque appel est tombé sur la messagerie vocale. Puis un texto est arrivé. Arrête de paniquer. Tu es assez grande pour gérer un trajet de retour à la maison. Ne me fais pas honte. J'ai fixé ces mots jusqu'à ce que les lettres deviennent floues. La batterie de mon téléphone était déjà faible parce que j'avais passé la matinée à prendre des photos de ma valise, de mon sweatshirt Disney et du petit journal de voyage que je pensais remplir de souvenirs heureux. Maintenant, l'icône de la batterie était rouge, et l'aéroport semblait de plus en plus grand chaque minute. J'ai traîné ma valise jusqu'à une rangée de sièges près d'un stand de café et j'ai essayé de faire comme si j'étais à ma place. Des familles passaient sans cesse devant moi. Des parents tenant la main de leurs enfants. Des mères arrangeant des queues de cheval. Des pères portant des tout petits endormis sur leurs épaules. Chaque fois que j'en voyais un, ma gorge se serrait. Je voulais crier, je suis aussi l'enfant de quelqu'un. Au lieu de cela, je suis restée assise là, silencieusement, parce que mon père m'avait dressé à croire que le besoin d'aide me rendait dramatique. J'ai compté l'argent dans l'enveloppe 2 fois, puis je l'ai repoussé à l'intérieur parce qu'il semblait sale dans mes mains. Ce n'était pas de l'aide. C'était de l'argent pour acheter mon silence. Après presque 2 heures, une employée de l'aéroport aux yeux bienveillants s'est arrêtée devant moi et m'a demandé où était mon adulte. J'ai d'abord menti. J'ai dit que mon père garait la voiture. Elle a regardé ma valise, puis mon visage, et sa voix s'est adoucie. Ma chérie, depuis combien de temps est-il en train de se garer? C'est à ce moment-là que j'ai craqué. Toute l'histoire est sortie en morceaux décousus. Les vacances, l'enveloppe, la file de sécurité, les textos. Elle m'a emmené à un poste de police de l'aéroport et m'a laissé charger mon téléphone derrière le comptoir. Un officier m'a demandé le nom de mon père, son numéro de téléphone et où nous vivions. Je me souviens m'être sentie honteuse, comme si je mettais mon père dans l'embarras au lieu d'admettre qu'il m'avait laissé dans l'embarras. L'officier a demandé s'il y avait un autre parent qu'il pouvait appeler. J'ai secoué la tête automatiquement parce que c'était ce que j'avais toujours fait. Mon père m'avait dit pendant des années que ma mère avait choisi sa carrière plutôt que moi. Il disait qu'elle aimait plus les salles de conseil, l'argent et les avions que les histoires du soir et les pièces de théâtre de l'école. Chaque fois que je demandais pourquoi elle ne venait jamais me voir, il disait « Certaines personnes ne sont pas faites pour être parents, Maya ». Après avoir entendu cela assez longtemps, je l'ai cru. Mais pendant que mon téléphone chargeait, j'ai parcouru mes contacts et j'ai vu un nom que je ne touchais presque jamais.
Maman. Mon doigt a plané dessus si longtemps que l'écran s'est assombri. J'étais terrifié qu'elle ne réponde pas. J'étais encore plus terrifié qu'elle réponde et prouve que mon père avait raison. Finalement, j'ai appuyé sur appeler. Ça a sonné 2 fois avant qu'une voix de femme ne dise mon nom si vite que l'on aurait dit qu'elle avait attendu des années pour le dire. Maya. Pendant une seconde, j'ai oublié comment parler. Puis j'ai chuchoté. Papa m'a laissé à l'aéroport. Il y a eu un silence brutal à l'autre bout du fil. Pas un silence froid, pas un silence agacé, le genre de silence qui se produit lorsque le monde entier de quelqu'un s'arrête de bouger. Puis sa voix est revenue, stable et urgente. Écoute-moi attentivement. Trouve l'officier de police de l'aéroport le plus proche et reste avec lui. Ne pars avec personne. Ne laisse pas ton téléphone se décharger. J'arrive. J'ai dit, tu n'es pas obligé. Elle a répondu, j'aurais dû venir il y a longtemps. 4 heures plus tard, un officier m'a accompagné à travers un couloir silencieux vers un terminal d'aviation privé. Je me souviens des portes en verre qui s'ouvraient, de l'air froid de la nuit et d'un jet blanc qui attendait sous des lumières vives. Une femme est descendue les escaliers avant même que l'équipage ait pu finir. Elle ne ressemblait en rien à l'étrangère égoïste que mon père avait décrite. Elle avait l'air effrayée, essoufflée et anéantie. Quand elle m'a vu, elle a couvert sa bouche et a commencé à pleurer. Puis elle a couru vers moi, est tombée à genoux et m'a enlacé si fort que je pouvais la sentir trembler. Pour la première fois de la journée, j'ai arrêté d'essayer d'être mature. J'ai pleuré comme la fillette de 9 ans que j'étais au pire moment de ma vie. Un seul appel téléphonique avait ramené la personne que l'on m'avait appris à craindre, et je n'avais aucune idée qu'elle était sur le point de révéler des années de mensonges. Ma mère ne m'a pas embarqué dans l'avion pour disparaître comme si elle me volait. C'est la première chose qui m'a fait réaliser qu'elle était différente de l'histoire que l'on m'avait racontée. Elle a parlé à la police de l'aéroport, a signé un rapport, a demandé les noms de tous les employés qui m'avaient aidé et s'est assuré que l'officier sauvegarde le message texte où mon père me disait de ne pas lui faire honte. Elle a demandé si les caméras de sécurité le montreraient en train de me donner l'enveloppe et de passer au point de contrôle sans moi. L'officier a dit, oui, très probablement. Ma mère a hoché la tête comme si chaque réponse était une brique de plus dans un mur qu'elle attendait de construire depuis des années. Dans l'avion, je me suis assise en face d'elle sous les douces lumières de la cabine, enveloppée dans une couverture que je n'avais pas demandée, mais dont j'avais désespérément besoin. Elle a commandé de la nourriture chaude pour moi, mais je pouvais à peine manger. Je n'arrêtais pas de la fixer, cherchant la femme insouciante que mon père avait décrite. Elle l'a remarqué et ne m'a pas forcé à parler. Après un moment, elle a dit, « Je sais qu'on t'a raconté des choses sur moi. Je ne te demanderai pas de cesser d'y croire ce soir. Ce soir, tu as seulement besoin de savoir que tu es en sécurité. » Cela m'a fait pleurer à nouveau parce que personne dans la maison de mon père ne disait jamais de choses comme ça. Dans sa maison, l'amour avait des règles. Sois reconnaissante. Sois silencieuse. Intègre-toi. Ne mets pas sa nouvelle femme mal à l'aise. Ne rappelle à personne qu'il a eu une vie avant eux. Ma mère m'a dit qu'elle s'appelait maintenant Claire Monroe parce qu'elle avait repris son nom de jeune fille après le divorce. Elle a dit qu'elle s'était battue pour avoir plus de temps avec moi quand j'étais petite, mais mon père avait de meilleurs avocats, plus d'influence locale et un talent pour la faire passer pour instable parce qu'elle voyageait pour le travail. Elle a admis qu'elle avait fait des erreurs. Elle avait fait confiance aux ordonnances du tribunal pour protéger une relation qui avait besoin de plus que du papier. Elle avait cru que l'envoi de lettres, de cadeaux et d'argent garderait au moins une porte ouverte. Mais mon père avait apparemment verrouillé cette porte et m'avait dit que c'était elle qui était partie. Elle ne m'a pas demandé de lui pardonner cette nuit-là. Elle n'a pas essayé de se faire passer pour l'héroïne. Elle m'a seulement dit que quoi qu'il arrive ensuite, elle ne laisserait pas un autre adulte décider si je méritais d'être protégé. Quand nous avons atterri dans le Massachusetts, une voiture noire nous a conduits dans un quartier calme en dehors de Boston. Sa maison était grande, mais pas froide. Il y avait des livres sur les tables, des photographies dans le couloir, des couvertures sur les canapés et une chambre à l'étage qui m'a arrêté sur le seuil. Elle avait des murs vert pâle, une étagère de livres pour enfants, un lapin en peluche sur le lit et des cadeaux d'anniversaire non ouverts, classés par année. J'ai reconnu mon nom sur les étiquettes. Maya, 7 ans. Maya, 8 ans. Maya, 9 ans. Mes genoux sont devenus faibles. Elle les avait gardés. Tous.
Ma mère se tenait derrière moi et a dit, j'en ai envoyé certains. J'ai gardé le reste quand ils sont revenus ou sont restés sans réponse. Ton père a dit que tu ne voulais rien de moi. J'ai touché le plus ancien cadeau avec des doigts tremblants et j'ai senti une étrange colère monter à travers la tristesse. Pas de la colère contre elle, mais de la colère pour toutes les fois où j'avais regardé une boîte aux lettres vides en pensant que je n'étais pas désiré. Avant le lever du soleil, une avocate en droit de la famille nommée Nora Kaplan est arrivée à la maison avec un ordinateur portable, un bloc-notes juridique et la voix la plus calme que j'ai jamais entendue. Elle m'a parlé doucement, mais quand elle s'est tournée vers ma mère, ses mots sont devenus vifs et précis. Une fillette de 9 ans laissée seule dans un grand aéroport. Aucun transport confirmé. Pas de clé de la maison. Parents injoignables. Preuve par texto minimisant la détresse. Utilisation abusive potentielle de fonds destinés à l'enfant. Nous déposons une demande de garde d'urgence dans l'Illinois immédiatement. Ma mère m'a regardé avant d'accepter. Elle a demandé, Maya, veux-tu rester ici pendant que nous réglons ça? Personne ne m'avait demandé ce que je voulais depuis si longtemps que je n'ai pas répondu au début. Puis j'ai hoché la tête. Nora a expliqué que mon père ne pouvait pas simplement se présenter et me reprendre parce que le tribunal serait informé exactement de ce qui s'était passé. Elle a également dit que toute communication devait passer par les avocats jusqu'à ce qu'un juge décide ce qui était sûr. Pendant que mon père était quelque part près de l'océan, publiant des photos souriantes depuis le pont d'un bateau de luxe avec sa nouvelle famille, ma mère et Nora rassemblaient des images de l'aéroport, des notes de police, des textos, des registres de voyage et des relevés financiers. Je me suis endormi ce matin-là dans une chambre qui m'attendait depuis des années. En bas, des adultes qui se souciaient réellement de ma sécurité ont commencé à passer les appels téléphoniques discrets qui allaient détruire les vacances parfaites de mon père avant même son retour. 10 jours plus tard, mon père est revenu à Chicago, bronzé, reposé et complètement pris au dépourvu par la maison dans laquelle il est entré. Je sais ce qui s'est passé parce que j'en ai entendu des bribes plus tard, à partir des archives du tribunal, de l'un des beaux enfants et des messages qu'il a laissés après que la panique ait remplacé l'arrogance. Il s'attendait à ce que je sois là. C'est la partie qui m'étonne encore. Il croyait vraiment que je prendrais un taxi pour rentrer, que je resterais seul avec mes sentiments blessés et que j'attendrais son retour pour qu'il puisse me faire la leçon sur la maturité. Il pensait que le monde fonctionnait ainsi parce que, pendant des années, tout le monde autour de lui l'avait laissé faire. Sa nouvelle femme est entrée la première, portant un sac de créateur et se plaignant du décalage horaire. Sa fille montrait à son frère des photos de l'hôtel. Mon père a laissé tomber ses bagages près des escaliers et a appelé mon nom, non pas avec inquiétude, mais avec irritation. Maya, descends ici. Il faut qu'on parle. Aucune réponse. Il est monté à l'étage. La porte de ma chambre était ouverte. La pièce était presque vide. Mes vêtements avaient disparu. Mes livres d'école avaient disparu. La petite veilleuse que j'avais gardée depuis l'âge de 6 ans avait disparu. La photo encadrée de moi à un concours d'orthographe de 2e année avait disparu. La porte du placard était grande ouverte, avec des cintres nus à l'intérieur. Même la petite boîte sous mon lit, celle où je gardais les cartes d'anniversaire, les vieux dessins et un bracelet en plastique fissuré de la maternelle, avaient été prises. Sur le lit, il n'y avait que ma clé de maison, une lettre manuscrite et une épaisse enveloppe de l'avocate de ma mère. Mon père a d'abord pris les papiers juridiques. Cela vous dit tout sur lui. Pas la lettre de son enfant, pas la clé. Cela signifiait que je ne reviendrais pas. Les papiers juridiques. Sa femme est venue à la porte et a demandé ce qui n'allait pas. Puis elle a vu l'entête du tribunal, le nom de ma mère et les mots garde temporaire d'urgence. Son visage a changé si rapidement que sa fille a cessé de sourire. « Que as-tu fait, Grant » a-t-elle chuchoté. Il a répondu sèchement que ce n'était rien, juste un malentendu, juste ma mère qui était vindicative. Mais ses mains tremblaient en lisant. Les papiers énuméraient le rapport de la police de l'aéroport, la demande d'images de sécurité, les messages textes, le fait que j'avais 9 ans et l'allégation selon laquelle les fonds destinés à mes soins auraient pu être utilisés de manière inappropriée. Cette dernière partie a fait reculer sa femme comme si le papier était contagieux. Toute son image publique était construite sur le fait de faire partie d'une famille recomposée aimante. Elle publiait des tenues assorties, des vidéos de vacances, des photos de brunch du dimanche, des légendes sur la grâce et la gratitude. Un enfant abandonné dans un aéroport ne correspondait pas à sa marque. Son fils a regardé de sa mère à mon père et a demandé,
tu l'as vraiment laissé là-bas? Personne n'a répondu. Ma lettre était plus courte que ce à quoi je m'attendais en l'écrivant. J'avais imaginé des pages de colère, mais le moment venu, je n'ai eu besoin que de quelques phrases. J'ai écrit que j'avais attendu qu'il se retourne. J'ai écrit que je l'avais cru quand il disait que ma mère ne s'en souciait pas. J'ai écrit qu'il m'avait appris une leçon, mais pas celle qu'il avait prévue. Il m'a appris qu'un père pouvait se tenir assez près pour toucher mon épaule et choisir quand même de m'abandonner. J'ai terminé la lettre en disant que j'étais en sécurité. J'étais avec ma mère et je ne lui parlerai pas à moins qu'un juge et un thérapeute ne disent que c'était d'accord. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à appeler. D'abord moi, puis ma mère, puis Nora, puis de nouveau moi. Je n'ai pas répondu. Ma mère n'a pas répondu. Le bureau de Nora a envoyé un seul message: tout contact concernant Maya doit passer par le conseil. Mon père a détesté ça. Il détestait ne pas pouvoir se sortir des conséquences par la parole. Il a laissé des messages vocaux qui commençaient doucement et se terminaient furieusement. Ma chérie, tout cela est devenu incontrôlable. Puis, ta mère t'utilise. Puis, tu n'as aucune idée de ce que tu fais. Puis, passe-moi Claire au téléphone maintenant. J'en ai écouté un et j'ai arrêté. Sa voix ne ressemblait pas à celle d'un homme pleurant sa fille. Elle ressemblait à celle d'un homme furieux que sa propriété ait été déplacée sans permission. Pendant ce temps, sa femme a commencé à supprimer les publications de vacances. Mais des captures d'écran avaient déjà été prises par des amis, par des parents d'élèves, par des gens qui avaient vu ces légendes sur une escapade familiale de rêve. Le rêve se fissurait. Et pour la première fois de ma vie, mon père ne pouvait pas me forcer à me tenir au milieu des décombres et à appeler ça ma maison. La première audience a été la première fois que j'ai vu mon père après l'aéroport. Je me suis assise à côté de ma mère dans une salle de conférence du palais de justice, vêtue d'une robe bleu marine qu'elle n'avait achetée qu'après m'avoir demandé si je l'aimais. Mes pieds ne touchaient pas le sol, et je n'arrêtais pas de les balancer jusqu'à ce que Nora pose doucement une main sur la mienne et me dise que j'avais le droit d'être nerveuse. Mon père est entré avec un avocat coûteux et l'expression qu'il utilisait quand ses employés le décevaient. Il a essayé de me sourire comme si nous avions une entente privée. J'ai baissé les yeux sur mes mains. Sa nouvelle femme l'accompagnait, soignée et pâle, son alliance brillant à chaque fois qu'elle ajustait sa manche. Elle ne m'a pas regardé. L'audience a commencé avec son avocat qualifiant l'incident de l'aéroport de regrettable problème de communication. Il a dit que mon père croyait que j'avais un moyen de transport sûr pour rentrer chez moi. Il a dit que j'étais une enfant brillante et capable. Il a dit que mon père n'avait jamais eu l'intention de me faire du mal. Nora l'a laissé finir. Puis elle a ouvert un dossier. La première pièce à conviction était le rapport de la police de l'aéroport. Il déclarait qu'un enfant mineur avait été trouvé seul pendant plusieurs heures après que son parent gardien eut embarqué sur un vol avec d'autres membres de la famille. La deuxième pièce à conviction était le texto de mon père. Arrête de paniquer. Tu es assez grande pour gérer un trajet de retour à la maison. Ne me fais pas honte. Le juge l'a lu 2 fois. La pièce est devenue très silencieuse. Puis sont venues les images. Je n'ai pas tout regardé. Je ne pouvais pas. Mais j'en ai vu assez. Mon père se penchant vers moi, sa main me donnant l'enveloppe, sa femme attendant impatiemment près de la sécurité, les 4 entrant au point de contrôle, moi debout, seul, regardant encore longtemps après leur départ. L'avocat de mon père a essayé de faire valoir qu'il y avait de l'argent pour le transport. Nora a demandé une preuve de voiture réservée. Il n'y en avait aucune. Elle a demandé si j'avais une clé de la maison. Mon père a dit qu'il supposait que oui. Nora a montré un texto de plus tôt ce matin-là où j'avais écrit: j'ai laissé ma clé dans mon bureau parce que nous voyageons tous ensemble, n'est-ce pas? Il avait répondu avec un pouce levé. Le visage du juge s'est durci. Mon père s'est agité sur sa chaise. Mais Nora n'avait pas fini. Elle a présenté des dossiers de ma mère montrant des années de pensions alimentaires, de reçus de cadeaux, de lettres retournées et de dépôts sur un compte d'épargne-études à mon nom. Puis elle a montré des retraits de ce compte. Pas pour les frais de scolarité, pas pour les soins médicaux, pas pour les fournitures scolaires, mais pour des surclassements de billets d'avion, des acomptes pour des complexes hôteliers, une facture de styliste pour des photos de vacances en famille, un forfait de location de bateau aux Bahamas. La nouvelle femme de mon père lui a chuchoté quelque chose, mais il n'a pas répondu. Le juge a posé une question qui a semblé trancher à travers toutes les excuses.
Pourquoi le fonds d'éducation d'un enfant a-t-il été utilisé pour un voyage de luxe dont l'enfant était exclu? Mon père a dit que c'était compliqué. C'était la chose la plus faible que je l'ai jamais entendu dire. Après cela, les excuses sont devenues plus laides. Il a prétendu que ma mère était instable. Nora a produit des années de messages de ma mère demandant à me parler, tous restés sans réponse ou bloqués. Il a prétendu que j'étais émotionnellement fragile et facilement influençable. Nora a dit, elle a 9 ans. La question n'est pas de savoir si elle est fragile. La question est de savoir pourquoi son père a choisi de la laisser seule dans un aéroport. Sa femme a alors commis l'erreur de parler. Elle a dit que tout cela avait été exagéré et que j'avais toujours eu du mal à accepter la nouvelle famille. Ses mots étaient doux, mais ils portaient le même message que j'avais entendu dans sa maison pendant des années. J'étais le problème. Le juge lui a demandé directement si elle savait avant d'arriver à l'aéroport que je n'étais pas incluse dans le plan de voyage final. Elle a hésité. Cette hésitation a suffi. Son avocat, qui n'était venu que pour observer, s'est penché en avant et lui a discrètement conseillé de ne plus répondre. C'est à ce moment que j'ai vu la peur remplacer la comédie. Elle ne s'inquiétait plus que je gâche des vacances. Elle s'inquiétait d'être liée à ce que mon père avait fait. Nora a ensuite présenté une dernière série de documents. C'étaient des captures d'écran de la page professionnelle publique de mon père où il avait récemment prononcé un discours sur le leadership, la loyauté et les valeurs familiales. Dans une légende, il écrivait que le succès ne signifiait rien si un homme ne pouvait pas protéger les personnes sous son toit. Le juge n'a pas commenté, mais le visage de mon père est devenu rouge. L'hypocrisie n'était plus privée. Elle était écrite de ses propres mots. Le juge a accordé la garde physique temporaire à ma mère, a ordonné des visites supervisées uniquement, a exigé que mon père soumette les dossiers financiers liés à ma pension et à mes fonds d'éducation. Et l'a averti que toute tentative de me contacter en dehors des canaux approuvés nuirait à son cas. Mon père avait l'air abasourdi, comme si les conséquences étaient une langue étrangère et que personne n'avait fourni de sous-titres. En partant, il s'est avancé vers moi et a dit mon nom. Nora s'est interposée entre nous avant même que ma mère n'ait eu à le faire. Pas aujourd'hui, a-t-elle dit. Son visage s'est empourpré de colère, mais il s'est arrêté. C'était la première fois que je voyais un adulte dire non à mon père et s'y tenir. Sur le parking, ma mère s'est agenouillée devant moi et m'a demandé si j'allais bien. Je n'allais pas bien. Pas encore. Mais je me souviens avoir regardé les portes du palais de justice et avoir réalisé quelque chose d'important. Mon père m'avait abandonné en public, avait menti en privé et s'attendait à ce que le monde croie sa version parce qu'il l'avait toujours fait auparavant. Cette fois, les caméras l'ont vu. Les dossiers l'ont exposé. Le juge l'a entendu. Et je n'avais plus à porter la vérité seule. La vie à Brooklyn ne m'a pas guéri par magie. Cela ferait une histoire plus nette, mais ce ne serait pas vrai. Pendant les premières semaines, je me réveillais chaque matin avec la peur que quelqu'un ait changé d'avis. Je préparais mon sac à dos avec trop de soin. Je demandais la permission de prendre des collations. Je gardais mes chaussures près de la porte comme si je pouvais avoir besoin de partir rapidement. Ma mère a tout remarqué, mais elle ne m'a pas fait honte. Elle a juste continué à être présente. Le petit déjeuner à la même heure. Des visites d'école quand j'étais prête. Une thérapie tous les mardis avec une femme nommée Dr Ellis qui m'a dit que les enfants se blâment souvent eux-mêmes parce que blâmer les adultes semble trop effrayant. Je me suis blâmé. Je me demandais si j'avais été trop silencieuse, trop nécessiteuse, trop comme ma mère, pas assez comme la famille que mon père voulait. Le docteur Ellis m'a aidé à mettre ses pensées quelque part en dehors de mon corps. Elle a dit, Maya, être abandonnée te dit quelque chose sur la personne qui est partie, pas sur l'enfant qui a été laissé derrière. Je ne l'ai pas cru immédiatement, mais je m'en suis souvenu. Ma nouvelle école était plus petite que celle de Chicago, et tout le monde semblait savoir jouer à la crosse, prononcer les noms de desserts français et parler de camps d'été dont je n'avais jamais entendu parler. Je me sentais comme une extraterrestre avec une boîte à lunch. Mais une fille nommée Sophie m'a demandé si je voulais m'asseoir avec elle. Et quand j'ai dit que je pourrais être ennuyeuse, elle a répondu, les gens ennuyeux ne disent jamais qu'ils sont ennuyeux. Cela m'a fait rire pour la première fois depuis des jours. Lentement, Boston est devenu réel. Ma chambre est devenue ma chambre. Ma mère a appris que je détestais les champignons et que j'adorais les crêpes. J'ai appris qu'elle buvait trop de café quand elle était nerveuse et qu'elle gardait toutes les photos d'école qu'elle pouvait obtenir, même les floues.
Nous ne sommes pas devenus proches instantanément. Parfois, je me sentais en colère contre elle pour ne pas m'avoir sauvé plus tôt. Parfois, elle pleurait quand elle pensait que j'étais endormi, mais elle ne m'a jamais demandé de la réconforter. Elle allait voir son propre thérapeute pour cela, ce qui m'a appris quelque chose d'important sur les adultes sains. Ils ne rendent pas les enfants responsables de leur culpabilité. Mon père a demandé des visites supervisées après que le tribunal les ait ordonnées. La première a eu lieu dans un centre familial avec des murs beiges, des jouets en plastique et un conseiller assis à proximité avec un presse-papier. Il a apporté des cadeaux. Trop de cadeaux. Une tablette, un bracelet, une peluche plus grande que ma valise. Je les ai regardés et je n'ai rien ressenti. Il a dit que je lui manquais. Il a dit que toute cette affaire était devenue un cauchemar. Il a dit que ma mère et son avocate avaient transformé une affaire de famille en une attaque juridique. Le conseiller lui a demandé s'il voulait dire quelque chose sur ce qui s'était passé à l'aéroport. Il a soupiré et a dit « Je suis désolé que tout soit devenu si incontrôlable ». Cette phrase m'est restée parce que ce n'était pas une excuse. C'était une plainte déguisée. Il était désolé pour les conséquences, pas pour le choix. Après la visite, j'ai dit à ma mère que je n'en voulais pas d'autre avant un certain temps. Elle a dit « D'accord, juste d'accord ». Aucune pression, aucun discours sur le pardon. Pendant ce temps, la vie de mon père a commencé à s'effondrer de manière qu'il ne pouvait cacher. Son entreprise négociait un partenariat majeur avec un groupe hôtelier qui promouvait les voyages de luxe axés sur la famille. Lorsque l'histoire a atteint le mauvais membre du conseil d'administration, le partenariat a été mis en pause. Puis il a disparu. Les abonnés en ligne de sa femme ont remarqué qu'elle avait supprimé les publications de vacances et quelqu'un de notre ancienne école a partagé que je n'avais pas été du voyage parce qu'on m'avait laissé à l'aéroport. Internet a fait ce qu'il fait. Il a pris une image parfaite et a zoomé sur la fissure. Les sponsors se sont retirés de sa page de style de vie, les commentaires se sont remplis de questions auxquelles elle ne pouvait pas répondre. Sa fille m'a envoyé un message des mois plus tard depuis un nouveau compte. Je suis désolé de n'avoir rien dit. Je savais que c'était mal. Je n'ai pas répondu tout de suite, mais je ne la détestais pas. Elle avait été une enfant aussi, plus âgée que moi, mais toujours piégée dans les choix des adultes. La femme de mon père a finalement demandé la séparation. Les documents du tribunal ont montré plus tard qu'elle voulait une protection financière contre toute enquête sur mon fonds d'éducation. La femme qui souriait autrefois alors que j'étais abandonné voulait maintenant prendre ses distances avec l'homme qui l'avait fait. Mon père avait bâti sa vie autour de l'apparence du succès, de la générosité et du contrôle. Mais le contrôle est fragile quand il dépend du silence de tous. Il a perdu la garde principale. Il a été condamné à rembourser de l'argent. Il a perdu un contrat commercial. Il a perdu des invitations à prendre la parole lors d'événements de leadership où il se tenait sur scène pour parler d'intégrité. Il a perdu des amis qui avaient répété sa version du divorce sans jamais demander la mienne. Il a perdu l'image de la famille qu'il avait choisie à ma place. Et plus important encore, il a perdu le droit de décider de la signification de mon histoire. Des années ont passé avant que je puisse raconter cette histoire sans sentir le sol de l'aéroport sous mes chaussures. Le traumatisme est étrange de cette façon. Vous pouvez être en sécurité dans une cuisine chaleureuse des années plus tard et soudain, une annonce d'embarquement dans un film vous ramène à la seconde exacte où quelqu'un est parti. Guérir ne signifiait pas oublier. Cela signifiait apprendre que la mémoire n'avait pas le droit de devenir toute mon identité. Ma mère et moi avons construit une vie lentement, avec honnêteté au lieu de faire semblant. Elle s'est excusée plus d'une fois, mais l'excuse qui comptait le plus n'était pas dramatique. C'est arrivé un jeudi ordinaire pendant que nous plions le linge. Elle a dit, j'aurais dû me battre plus fort avant l'aéroport. Je ne peux pas changer cela, mais je ne laisserai plus jamais un adulte faire sentir injoignable. Je l'ai cru parce qu'à ce moment-là, elle l'avait prouvé par de petites choses. Elle se présentait aux réunions scolaires. Elle demandait avant de poster des photos de moi. Elle écoutait quand je disais que j'étais en colère. Elle ne me punissait pas de l'aimer et de lui en vouloir en même temps. C'est à cela que ressemble la vraie réparation. Pas un grand discours. Sans choix discret. Mon père a continué à essayer de me joindre pendant des années. Parfois par des lettres approuvées, parfois par des parents, parfois avec des excuses qui semblaient presque réelles jusqu'à ce qu'elles se retournent contre lui-même. J'ai tout perdu après ce jour, a-t-il écrit une fois.
Je me souviens avoir lu cette phrase et pensé, non, tu as tout perdu après que tes choix soient finalement devenus visibles. N'est pas répondu à la plupart des lettres. La limite n'était pas de la vengeance. C'était de la protection. Il y a une différence. La vengeance essaie de vous garder lié à la personne qui vous a blessé. La protection vous aide à vous éloigner avec votre avenir toujours entre vos mains. À l'université, j'ai compris que mon histoire n'était pas assez rare. Trop d'enfants sont traités comme des bagages dans les conflits d'adultes, passés d'un côté à l'autre, cachés, utilisés, blâmés ou ignorés jusqu'à ce qu'ils apprennent à se faire tout petits. J'ai étudié le travail social et la défense des enfants parce que je voulais aider ces enfants à être entendus avant qu'ils n'aient à crier. Plus tard, j'ai travaillé avec des programmes des tribunaux de la famille qui formaient les adultes à reconnaître l'abandon émotionnel, pas seulement le danger physique. J'ai dit aux juges, aux conseillers et aux parents quelque chose que j'aurais aimé que tout le monde sache quand j'avais 9 ans. Un enfant peut être nourri, habillé et inscrit à l'école et être toujours profondément en danger si les adultes qui l'entourent lui apprennent que l'amour dépend de la commodité. La vraie éducation n'est pas seulement ce que les enfants apprennent en classe. C'est aussi ce que les adultes leur enseignent par la protection, l'honnêteté et la cohérence. Des connaissances précieuses peuvent provenir d'endroits douloureux, mais les enfants ne devraient jamais avoir à être blessés juste pour devenir sages. Mon père a payé un prix qui semblait satisfaisant de l'extérieur. Son deuxième mariage a pris fin. Son entreprise a survécu mais n'a jamais complètement retrouvé son ancienne réputation. Les discours sur la famille d'abord ont disparu de son profil public. Les gens qui l'admiraient autrefois ont commencé à parler de lui avec prudence, comme si son nom était accompagné d'une mise en garde. Mais la conséquence la plus profonde était plus silencieuse. Il est devenu quelqu'un dont je pouvais me souvenir sans avoir besoin d'y retourner. Je lui ai pardonné de la seule manière qui avait du sens pour moi. J'ai cessé de laisser son échec décider de la quantité d'amour que je méritais. Je ne l'ai pas réinvité dans ma vie. Ces deux vérités peuvent exister ensemble. Le pardon n'est pas une porte que vous devez rouvrir. Parfois, c'est la serrure que vous arrêtez enfin de vérifier. Quand je pense à cet aéroport maintenant, je ne vois pas seulement le moment où il est parti. Je vois l'officier qui m'a cru. Je vois la femme au bureau qui m'a laissé charger mon téléphone. Je vois ma mère descendre en courant les marches de ce jet avec la peur et l'amour écrits sur son visage. Je vois une petite fille qui pensait que demander de l'aide prouverait qu'elle était faible. Et je veux m'agenouiller à côté d'elle et lui dire la vérité. Appeler à l'aide a été la chose la plus courageuse qu'elle ait jamais faite. La famille n'est pas prouvée par les noms de famille, les photos de vacances assorties ou qui se tient à vos côtés quand la vie est facile. La famille est prouvée par les gens qui viennent quand votre voix tremble, qui vous protègent quand cela leur coûte quelque chose, qui disent la vérité même quand les mensonges seraient plus confortables. Le sang peut expliquer d'où vous venez, mais il ne peut pas excuser qui vous a abandonné. Les enfants n'existent pas pour protéger l'ego des adultes. Ils méritent la sécurité, la cohérence et un amour qui ne disparaît pas au point de contrôle de sécurité. Si vous avez déjà eu à choisir entre une douleur familière et un amour qui est arrivé tard mais qui est arrivé honnêtement, j'espère que vous savez ceci. Quitter ce qui vous fait mal n'est pas une trahison. Demander de l'aide n'est pas une faiblesse. Et les personnes qui n'ont pas réussi à vous valoriser n'ont pas le dernier mot sur votre valeur. Mon père m'a laissé à l'aéroport pour un voyage de luxe avec sa nouvelle famille. Mais un appel téléphonique m'a appris qu'être abandonné n'est pas toujours la fin de l'histoire. Parfois, c'est le premier pas pour être retrouvé. Nous espérons que vous apprécierez cette histoire et le message qu'elle véhicule. Tout ce que vous avez entendu est fictif, à des fins de divertissement et d'éducation uniquement. Cela vous rappellera que parfois, les gens vous perdent de vue non pas parce que vous cessez de vous soucier d'eux, mais parce que vous avez finalement compris que se soucier de quelqu'un ne devrait jamais exiger que vous acceptiez des dommages émotionnels sans fin.